Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'épisode 4 de Daredevil Born Again, le fameux épisode où on nous a promis que ça y est, ça allait enfin démarrer, donc à la mi-saison. Dans cette vidéo on va donc revenir évidemment d'abord sur mon avis général, et ensuite personnage par personnage, évidemment décortiquer tout ça. Mais avant ça je voulais vous dire deux choses. Déjà alors, pour être honnête, j'ai pas eu la notification, j'ai vu plein de gens avaient rejoint le Patreon et la chaîne. Je tenais donc à les remercier, mais vous inquiétez pas, je vais revenir là-dessus dans une vidéo news bientôt pour parler plus en détail de ça. Et je vais donc, ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait, j'étais un peu débordé, faire pas mal de contenu en plus pour les membres, notamment des vidéos sur Invincible et The Boys si ça vous intéresse pour rester côté comics, peut-être d'autres choses aussi. Et maintenant, je vais aussi désormais, pour chaque épisode de Daredevil Born Again, vous dire qui a réalisé et écrit l'épisode avec leur CV, histoire que vous rigoliez un petit peu. Bon, pour le coup, cet épisode, ça passe. Déjà, le réalisateur, lui, est Solvan Naïm, qui apparemment n'a pas fait grand-chose. En tout cas, j'ai eu beaucoup de mal à le trouver. Il a fait quelques épisodes de série, apparemment. Et encore une fois, ça a été dur à trouver. De base, il fait de la musique. Et l'épisode est écrit par Chantel Wells, qui, pour le coup, a écrit des épisodes de Echo. Echo, qui est quand même une meilleure série, en tout cas mieux écrite que Born Again, en partie du côté de Fisk. Et honnêtement, bah oui, ça se ressent, donc autant ramener les équipes d'Echo dans Daredevil. Puisque là, c'était un peu meilleur. Elle a notamment travaillé sur la série Yellow Jacket, Jane the Virgin et Good Girls. Comme je dis, cette fois-ci, ça passe, mais vous allez voir qu'il y en a d'autres, c'est un peu chelou. Mais donc, passons vraiment dans le vif du sujet. Qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode? Évidemment, avec spoiler, c'est mieux. C'est mieux, encore une fois, c'est beaucoup mieux. Je pense même, honnêtement, que c'est le meilleur épisode de Born Again. Je pense que la plupart seront d'accord avec moi. Donc oui, c'est mieux, clairement. Est-ce que c'est bien pour autant? Je dirais pas totalement. Il y a 2-3 bons moments par-ci par-là, en particulier avec Fisk et Vanessa. Je vais évidemment y revenir plus tard, vous vous en doutez. Il y a des trucs qui fonctionnent, mais aussi beaucoup de maladresse, beaucoup de problèmes de scénario évidemment et d'incohérence, mais qui m'ont fait encore une fois sauter au plafond. Et du coup, est-ce que c'est bien? Non, en vrai, c'est mid, extrêmement mid. Évidemment, oui, c'est dans la plus haute fourchette, comme j'ai dit, de Born Again qui est au ras des pâquerettes, qui est même, comme diraient les Américains, dog shit en général, pour rester un peu plus poli. Donc oui, c'est mieux, mais c'est mieux que rien, donc ça ne fait pas quelque chose de bien pour autant. Si je devais lui donner une note, je dirais 6 sur 10, aller au maximum. Encore une fois, gros maximum. Je sais que plein de gens sont dans l'euphorie du moment, car pour une fois, il se passe quelque chose d'intéressant dans la série. Le fait qu'on ait enfin un personnage intéressant en avant avec Bullseye, je sais que tout ça, ça fait plaisir aux gens, y compris peut-être ceux qui ont vu et qui me regardent. Encore une fois, c'est très bien, mais ne vous laissez pas aveugler, comme dirait Daredevil. Et non, il y a vraiment beaucoup de défauts dans les épisodes. Vous allez voir, je vais y revenir de toute façon après. Donc, est-ce que c'est mieux que le reste? Oui, clairement. Il y a du travail de personnage, en particulier sur Vanessa, même s'il est très rapide. Mais on retrouve toujours les défauts habituels. Le montage qui est absolument abject, surtout vers la fin d'ailleurs de l'épisode. Les visuels, bon, est-ce que j'ai besoin de le rappeler à chaque épisode? Mais voilà. Je pense notamment au gymnase de Fogwell qui m'a fait beaucoup rigoler quand on se rappelle des visuels de la série Netflix. Mais bon. Je parlerai après du gymnase de Fogwell, bien sûr, plus en détail. Il y a les flashbacks de la série Netflix, ça, pareil, ça m'a fait beaucoup plaisir, honnêtement, je pense que vous vous en doutez. Après, encore une fois, c'est bizarre de voir des flashbacks de la série Netflix, tellement c'est différent, en fait, de ma Born Again. Je veux dire, Born Again ignore littéralement 3/4 de la série Netflix, donc je comprends pas pourquoi ils mettent les flashbacks. Sans compter que, bon, visuellement, on voit la claque que ça met en une seconde, quoi, ça, c'est une dinguerie. Ils ont même gardé le bon ratio pour l'image, d'ailleurs, ça fait plaisir. Comme quoi, ils peuvent le faire. Du coup, c'est pour ça, quand on parle de Foggy, j'aimerais bien voir des vrais flashbacks de Netflix au lieu de voir toujours la même image pourrie de Born Again, encore une fois. Preuve qu'ils ont donc le droit, évidemment, d'utiliser les images de la série. J'ai vu qu'il y avait encore des non-canonneurs sur Twitter qui disaient que Born Again, malgré tout, n'était pas canon. Genre encore... Gars, c'est officiel depuis 2014, quoi, sérieux, il va falloir un peu s'y faire au bout d'un moment. Il y a un tout léger début, une petite amélioration sur la musique, je pense à la scène de l'église notamment, qui était sympathique. Alors après, c'est toujours le même thème, toujours les mêmes notes, ça par contre, c'est une dinguerie comment ils savent pas faire autre chose, quoi. Dans Born Again, c'était tout, toutes les secondes quand on entendait ces notes. Là, c'est un peu mieux, mais très original non plus. Au moins, on a des scènes d'action, c'est déjà ça, qui sont pas d'ailleurs terribles, mais qui sont un peu mieux que la normale. Le scénario qui avance enfin et qui semble prendre une direction, au moins pour le personnage de Fisk, dont on ne fait rien depuis littéralement 2 saisons. Daredevil, pareil, commence à y avoir un léger truc, mais je vais y revenir après. Et Bullseye, bon, je suis un peu mitigé. Il y a du bon et du pas bon dans l'épisode, mais ça, encore une fois, je vais y revenir en détail. Donc, j'allais dire, on va très vite passer à autre chose. L'épisode était sympathique, divertissant, ça c'est clair, je trouve qu'on s'ennuie pas quand même. À part 2-3 moments, mais j'y reviendrai. On a enfin, comme j'ai dit, l'intrigue qui avance et qui prend un petit peu d'ampleur. Mais encore une fois, on est à 1 saison et demie, là, ça y est, vous vous rendez compte qu'on a fait plus de la moitié de la saison, là, ça y est. Et j'ai encore l'impression qu'on est genre à l'épisode 1 ou 2 de la série, en fait. Quand je dis la série, je parle de Born Again saison 1 comprise, tellement il se passe rien et qu'on développe rien, mais bon. Donc voilà, encore une fois, quand je vois les gens pareil, incroyable, meilleur épisode de tous les temps, au niveau de Netflix, évidemment. Je crois sur IMDb, l'épisode, il est noté mieux que l'épisode de Breaking Bad, un truc comme ça. Oui, non. C'est vraiment mid à mort, quoi. Attention, j'ai pas dit que c'était nul. Alors, il y a quand même beaucoup de problèmes de scénario, quand même. Vous allez voir après, je vais vous le démontrer comme à chaque fois.
Mais comme je dis, ça passe, c'est divertissant et au moins on commence à faire quelque chose avec les personnages, donc c'est cool. Pas incroyable, hein, mais c'est cool. Espérons encore une fois que la suite monte enfin un petit peu en niveau, parce que là, bon, encore une fois, ça fait 1 saison et demie qu'on me dit que ça va être mieux à chaque fois après. Pour 10 ans encore une fois, on m'avait dit que là, ça allait décoller. Alors oui, l'intrigue décolle, ça c'est vrai pour le coup. Le niveau, pas tant que ça. Donc j'espère vraiment que les soi-disant niveaux incroyables de Netflix pour la saison 2 de Born Again vont arriver, parce que pour l'instant, ils sont pas pointés le bout de leur nez. Mais comme j'ai dit, au moins il y a des choses qui se passent. Donc c'est mieux que rien. Et je suis quand même curieux, évidemment, du coup, de voir la suite la semaine prochaine, contrairement aux autres fois où on s'ennuie et on dort beaucoup. Cela dit, d'ailleurs, je le dis comme ça un peu en général, je n'aime pas, par contre, le découpage. Ces séries Disney+, qui à chaque fois sont là juste pour créer des cliffhangers et te donner envie de voir la suite, sauf que tu peux pas la voir du coup, puisqu'il faut attendre. C'est vraiment dommage, moi qui me refais Jessica Jones au même moment, le découpage était vraiment mieux. Les épisodes racontaient toujours quelque chose avec un début, un milieu, une fin. Je pense notamment à l'épisode 11, avec le combat avec Simpson et Trish Walker qui va à l'hôpital. Cet épisode nous fait une espèce d'histoire parallèle sur l'amitié entre Jessica et Trish. Moi, elle est née, elle l'a recueillie, et à la fin, veillent l'une sur l'autre maintenant qu'elles sont adultes. Je vous donne un exemple comme ça, mais ça vaut pour toutes les séries Netflix en général. Born Again, vraiment, on n'y arrive pas, et je crois que c'est fait exprès du coup, mais du coup, c'est nul au niveau du storytelling. J'ai trouvé aussi en général que c'était assez drôle, puisque, techniquement, la fin de cet épisode, c'est littéralement la saison 3 de Daredevil, l'épisode final. On a Boussal qui veut tuer Vanessa et Fisk, Matt qui essaie en même temps de s'interposer pour les deux. C'est littéralement la même chose, hein, sauf que cette fois-ci, du coup, Dex a gagné indirectement. Certains pourraient y voir un parallèle un peu symbolique, sympathique. Moi, j'y vois un vieux plagiat de Disney qui, encore une fois, ne sait pas faire grand-chose, à part nous rebooter la saison 3 de Daredevil, qui n'a pas besoin de l'être. Mais ça, j'en ai déjà parlé encore une fois dans d'autres vidéos. Mais donc, on commence avec les personnages, ça y est, avec Daredevil, on commence par lui, Matt Murdock. Comme toujours, je vais essayer de le faire un petit peu dans l'ordre, hein, chronologiquement par rapport aux scènes. Avec Matt, j'englobe plus de choses aussi, comme les scènes de combat et tout ça. Et je dois dire que Matt, dans cet épisode, reste toujours malheureusement pas très intéressant, hein. On est passé, comme j'ai dit dans ma dernière vidéo, du personnage, un des mieux écrits du MCU, le meilleur super-héros littéralement. Je dis toujours dans le MCU, pas dans Marvel en général, en tout cas pas pour moi. Mais il est vraiment excellent. Et le problème, c'est que maintenant, Matt, il a plus rien à raconter. Enfin, il a des choses à raconter, mais on ne peut pas les raconter puisqu'on est bloqué avec Fisk. Sauf que Fisk, on a déjà épuisé tout le sujet du thème avec lui. Donc Fisk et Matt font du surplace, donc on ne raconte rien. Aucun n'alimente l'autre, en fait. Bon, Fisk, j'en reparlerai après, il va peut-être y avoir enfin une évolution, du coup, dû à quelque chose. Mais pour Matt, pour l'instant, rien, puisque c'est déjà ce qu'on a raconté en saison 3, donc il y a rien à faire à part du surplace, malheureusement. Quand même un truc de ouf de se dire que le personnage de la série Daredevil est le moins intéressant de tous les persos. Et j'en suis arrivé, comme je dis, au stade où je m'en fiche, alors que c'était mon héros préféré du MCU quand même. Donc, on commence vraiment chronologiquement. Alors déjà, évidemment, petit problème, au tout début de l'épisode, ils squattent un appartement apparemment vide. Quel est cet appartement? Comment ils l'ont eu? Un squat de clodo? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'était une petite base de la résistance? Si oui, d'accord, mais on aurait pu ne le mettre en place. Non, c'est juste ils ont accès apparemment à des appartes comme ça. Ok. Je rappelle, tout ce genre de trucs était justifié, hein, dans Netflix en particulier, les planques et les choses comme ça. Matt, dans la saison 3, n'en avait aucune à part le gym de Fogwell et son église, hein, évidemment. On a Swordsman qui explique à Daredevil du coup que c'est un symbole pour la ville et qu'il montre l'exemple. Encore une fois, oui, c'est très bien de nous le dire et tout, ce serait cool qu'on nous le montre dans la série, qu'on nous raconte l'histoire, on voit comment Matt inspire vraiment les gens. Parce qu'à part Angela qui est un peu inspirée par lui, et encore c'est très léger pour l'instant, on n'a rien en fait, du tout. Je vois personne qui idéalise Daredevil dans la ville de New York pour l'instant. C'est vraiment dommage. On passe ensuite à un moment complètement hors personnage selon moi pour Matt Murdock. Je vais en reparler après plus en détail sur Angela. Mais donc Angela, la petite White Tiger, veut intervenir. Évidemment Karen lui dit non. Et là on voit Matt qui est en mode « Oh ouais, pourquoi pas ?» Et là vraiment j'avais envie de me foutre en l'air. Je suis désolé, j'ai pas d'autres mots. Comment ça, Matt Murdock, le gars qui est très hypocrite avec les gens qui prennent évidemment des risques en termes de danger, puisqu'il se voit lui-même comme un sauveur, choisi par Dieu en partie d'ailleurs, décide, dans toute connaissance de cause, de laisser Angela, la petite gamine là qui fait 1m50, d'aller sortir et faire des trucs de justicier. Alors oui, je sais que c'est juste remettre une carte SD. Excusez-moi, aller rechercher Angela maintenant, elle le dit elle-même. Je rappelle, on parle de la nièce de son client, Hector Ayala, qui est mort la saison d'avant en partie parce qu'il était un justicier, non? Ça stresse pas Matt de ça, non? Sachant qu'en plus, techniquement, il aurait pu croire qu'il est mort par sa faute puisque c'est à cause de lui que son identité a été révélée. Mais ça, on l'a pas exploré dans Born Again saison 1. Évidemment, c'est bien convenient tout ça. La même gamine qui s'est fait enlever par Muse une saison avant et qui a failli crever. Matt, apparemment, donc, ne s'inquiète pas vraiment de ce qui peut lui arriver parce qu'elle est motivée et du coup, c'est cool. Non, c'est pas cool. Et c'est hors personnage pour Matt Murdock, je suis désolé. Cependant, j'ai bien aimé la discussion juste après où il parle avec elle, où il lui dit « Est-ce que tu crois être prête ?» et elle lui dit « Est-ce que toi tu l'étais ?» Je trouve que c'est un moment qui va peut être super intéressant et même touchant entre les deux.
Évidemment, moment qui est interrompu puisqu'on n'a pas le droit évidemment d'avoir de développement pour Matt Murdock. Et à la place, on a donc le mec qui sort de nulle part pour toquer à la porte. Génial. Ça aussi, je vais y revenir après par rapport aux témoins. Mais vous voyez, c'est dommage. Une scène qui aurait pu développer Angela par rapport à comment elle idéalise Daredevil. Une scène qui aurait pu un peu explorer le passé de Daredevil aussi et nous le remettre un peu en avant. Relation un peu mentor-élève. Non. Poubelle. Sûrement pas. Sûrement pas de développement pour le personnage principal. Attendez, vous êtes tarés ou quoi? Et en plus, à la question de est-ce que toi t'étais prêt, sous-entendu, Matt s'est lancé un peu comme ça à l'aventure, poussé uniquement par ses bonnes actions. C'est pas vrai. Matt a été formé par Stick depuis son enfance. Il a continué de s'entraîner et il est devenu un vrai justicier qui intervient à la trentaine. Donc non, Angela, Matt était prêt, lui. Donc toi, tu as tort. Bref, c'est ridicule. On a ensuite la scène avec Karen. Pareil, Karen, je vais en reparler un peu plus en détail de la scène où il lui dit « je t'aime », tout ça. Mais donc, Matt lui parle du gym de Fogwell, que j'ai trouvé très sympa du coup. Avec les flashbacks, on voit que ça touchait Matt évidemment de parler de cet endroit. Encore une fois, c'est un truc qu'on coupe instant parce qu'il faut revenir au plot, faut expliquer toutes les choses. Donc Matt mentionne quelque chose du passé qui aurait pu être très intéressant. Hop, non, on s'en fout, on passe à autre chose. Cool. Je vais en reparler encore une fois plus en détail du gym de Fogwell dans la partie sur Fisk. Avec le combat de boxe, vous inquiétez pas, je n'oublie rien. On a ensuite donc Matt qui part enquêter en tant que... avec une combinaison de la brigade anti-justicière. Ça pour le coup c'est plutôt sympa et original et intelligent. Pour une fois, il faut le noter quand les persos sont intelligents, ce qui est très rare dans Born Again. Il enquête avec ses pouvoirs. Cool. Il utilise son odorat et d'autres trucs. Ça fait vraiment plaisir, je trouve, de revoir Matt utiliser ses pouvoirs. C'est une critique d'ailleurs que je comptais faire mais que j'avais oublié honnêtement dans mes anciennes critiques. C'est le fait que Matt utilise de moins en moins ses pouvoirs et de manière cohérente. Là, pour le coup, c'est cool et ça fait du bien de revoir Matt un peu tout seul de son côté, mener une enquête. Je trouve qu'on l'a vraiment de moins en moins, donc ça fait plaisir. Je parle vraiment enquêter, pas juste Daredevil qui tape un méchant parce qu'il faut faire pampan bagarre. Donc c'est cool. Et après, on a eu la scène, évidemment, vous vous en doutez, qui m'a fait plaisir. Après 1 saison et demie, on a enfin Daredevil qui va à l'église. Et pas n'importe quelle église, celle de Clinton Church. Celle où donc il a grandi plus ou moins à côté dans l'orphelinat. Celle où il allait avec le père Lampton, bref, la même. Alors je crois que le décor est un tout petit peu différent, légèrement. C'est pas très grave, ça fait 10 ans que ça s'est passé dans la série, donc ça, y a pas de problème. Bon, visuellement c'est dégueu évidemment, mais c'est Born Again, ça on peut rien y faire. Et donc, on a Matt qui va enfin à l'église. Et alors, à ça, je dis, c'est bien, mais c'est pas assez. Déjà parce que, évidemment, la foi n'a absolument pas sa vie, alors qu'elle devrait, normalement. Plus ou moins pour toutes ses décisions en général en tant que super-héros. Donc, juste le fait de mettre une église, c'est pas suffisant, c'est de la surface. C'est mieux que rien, bien sûr, mais c'est de la surface. Et aussi par le Sainte Lucie, ce qui est très cool, puisque c'était évidemment une sainte qui, de base, avait perdu ses yeux, normalement, pendant son martyre. Et ensuite, elle les a retrouvés miraculeusement. Donc, vous voyez évidemment le parallèle avec Daredevil. Ou même le fait que Matt, techniquement, ait retrouvé une sorte de vision après, le parallèle est plutôt bien, je trouve. Attention, je le dis, point positif, bravo. Mais encore une fois, c'est tout. Il va donc à l'église, on sent que ça lui fait quand même du bien et que ça le recentre un petit peu. Mais pourquoi, du coup, Matt ne va plus à l'église? Parce que ça, on nous l'a absolument pas dit. Il dit au prêtre qu'il est pas venu depuis longtemps, depuis qu'il était enfant. Bon, pas entièrement vrai, peut-être qu'il lui ment juste comme ça. Mais c'est vrai, pourquoi Matt ne va plus à l'église? Pour quelle raison? Alors oui, actuellement, là, dans la timeline, je dis pas que c'est pas compliqué. Je dis juste avant, dans la saison 1, pourquoi il y avait plus ça, en fait? Je veux dire, on a quand même, malheureusement, une série Daredevil où, certes, il est enfin allé dans une église. Il y est allé uniquement, déjà pour une enquête, mais parce que Bullseye y est allé. Bullseye, vous savez qui c'est, Bullseye? C'est pas de son plein gré, en fait. Je trouve ça un peu nul. Je suis désolé, mais c'est un peu nul. D'ailleurs, petite question, pourquoi Matt ne se cache pas ici, après tout? Je veux dire, Bullseye ne sait pas que Daredevil s'était planqué ici à l'époque. Karen, oui, mais pas Daredevil. Apparemment, Bullseye, d'ailleurs, n'est pas venu à l'église pour chercher Daredevil précisément parce qu'il entendait le bruit des cloches. Donc pourquoi Matt ne va pas là, surtout que de base, il garde les secrets, là-bas? Ça pourrait faire une bonne base pour lui et Karen au cas où. Non. Ah oui, parce que Disney, j'imagine, ne veut pas trop montrer ce genre de choses. On a Matt, du coup, qui parle au prêtre, enfin le presque prêtre, on va dire, qui n'est pas encore formé complètement. Le prêtre qui avoue quasi instantanément les choses. Je trouvais ça un petit peu surprenant. Déjà par rapport évidemment au secret, à l'église, tout ça, et au saut de la confession, mais surtout parce que dans la saison 3, on a bien vu que toutes les nonnes en partie étaient au courant que Matt était Daredevil. Elles gardaient tout le secret et absolument aucune n'a avoué quelque chose au FBI. Donc je trouve ça un petit peu surprenant, mais bon. Aussi, bon, quand le prêtre dit que Dex cherchait une nonne, Matt ne demande pas qui c'était, ça l'inquiète pas. Potentiellement, je dis bien, même si elle est pas là, que Dex cherche éventuellement sa mère. Alors oui, Dex n'est pas au courant, mais quand même. Je veux dire, vous, ça vous inquiéterait pas qu'un psychopathe tueur en série qui est votre pire ennemi cherche votre mère, non? D'accord, bon, admettons. Ensuite, du coup, Matt trouve Dex avec ses sens, de manière assez logique, pour une fois. Je rappelle que l'épisode d'avant, il n'entendait pas Karen qui était en bas de l'immeuble. Désormais, il peut capter Dex qui se retrouve à plusieurs bâtiments. Je dis pas que c'est incohérent, attention, ça c'est bien. Mais c'est du coup débile, puisque l'épisode d'avant, il trouvait pas Karen en bas.
S'ensuit donc un petit combat dans l'appartement de Dex, combat que j'ai trouvé honnêtement un petit peu ridicule. Pour les parties exagérées avec les 2 plans sur les mecs qui se font un coup en même temps et tout ça, surtout ça j'ai trouvé ça vraiment ridicule et ça m'a fait rigoler honnêtement. C'est la mise en scène en fait qui fait un peu kitsch, le montage en fait malheureusement, plus que le combat en lui-même qui est pas mal. Le ton aussi évidemment du combat a bien changé puisque désormais c'est un peu rigolo. En fait je vais dire un truc, c'est qu'en fait on se prend moins au sérieux. Pour moi une des scènes qui illustre ça, c'est la meuf qui ouvre la porte et qui voit donc Matt tabasser Bullseye et du coup ça crée l'effet comique. Haha mais c'est marrant, elle croit que c'est un mec qui se fait tabasser alors que c'est le méchant de l'histoire. Oui d'accord, c'est bien, c'est rigolo. Le problème c'est que du coup il n'y a pas d'enjeu dans la scène. Ça c'est un problème que j'ai depuis Born Again saison 1 aussi avec Bullseye, c'est que maintenant il fait plus peur du tout. Ça je vais revenir plus sur Bullseye, mais là je parlais par rapport même au combat dans la saison 3, Bullseye c'était une menace. Matt ne l'a jamais battu, vous vous en rendez compte quand même. Il y avait toujours un moyen d'équilibrer le combat. Bon, souvent Dex était en costume, ce qui fait qu'il résistait. Du coup, même si Matt avait l'avantage à bout portant, il n'arrivait pas à le battre. Et ça, c'est depuis Born Again saison 1, le combat est totalement déséquilibré désormais. Bullseye est en fait une formalité pour Matt. Matt le tabasse et il n'y a plus de problème depuis qu'il a son costume. Il faudrait donc que soit que Matt retourne à un truc plus classique, soit que Dex ait une upgrade niveau pareil armure ou quoi. Et Dieu sait qu'il en a besoin d'un redesign là. Donc voilà, c'est mon problème j'allais dire avec ce combat en partie, c'est que maintenant il n'y a plus d'enjeu puisque Matt a l'avantage beaucoup trop facilement sur Dex. Et encore une fois, du coup maintenant j'y crois plus et juste je suis pas inquiet. C'est dommage alors que dans la saison 3 c'était évidemment terrifiant et on avait toujours peur pour Matt. On a ensuite donc la petite discussion, pareil je vais y revenir sur Dex et ses motivations dans sa partie après. Mais donc Matt dit qu'il peut pas laisser Dex tuer Fisk parce que ça en ferait un martyr. Et à ça, je dis oui et non, Matt. Si tu veux pas qu'il meure, c'est surtout parce que tu crois aux deuxième chances et que toi, tu veux pas le tuer, pas te condamner à l'enfer et t'abaisser au même niveau que lui. C'est surtout ça ta motivation quand même, tu l'as pas oublié. J'imagine peut-être que si, évidemment, puisque c'est Disney. Mais bon. Matt qui en plus n'a pas pris sa leçon puisque la saison 3, je rappelle, étant désormais annulée grâce à Born Again, prouvait que Matt avait raison au début de la saison 3 et qu'il fallait tuer Fisk, du coup. Je rappelle. Et ça, c'est Disney qui a donc décidé de ruiner, comme j'ai dit, la saison 3 et tout ce qu'elle racontait. Et on a donc Matt à la fin qui réapparaît pour empêcher Dex de se faire tuer par Fisk et qui s'enfuit évidemment à la fin après la mort de Vanessa. Alors oui, c'est cohérent, je trouve peut-être un petit peu dommage de pas avoir profité de Matt dans le gymnase de Fogwell quand même, alors que c'est son lieu quand même à la base, un tout petit peu dommage. Et il y a surtout donc à la fin de cet épisode le montage vraiment mais ignoble que j'ai vraiment. Matt passe à travers la fenêtre ou qu'après il se relève pour se casser. Regardez les cuts, juste revoyez la scène, vous allez rigoler. Donc voilà, Matt, encore une fois, petit bilan. Il y a des choses bien, mais encore une fois, c'est très timide, on avance à peine, et comme j'ai dit, on peut pas vraiment avancer avec le personnage, puisqu'on répète la saison 3, donc on revoit juste la même chose qu'avant, moins bien, donc qu'est-ce que vous voulez faire de plus ? Ensuite, nous allons passer à Bane Poindexter, alias Bullseye, évidemment, personnage que j'adorais en saison 3, et que j'ai envie de voir mis en avant depuis le début de Born Again. Donc ça y est, on a enfin un épisode où on peut enfin un tout petit peu commencer à l'explorer, il était temps, une saison et demie après et à la moitié de la saison 2, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Et déjà Bullseye, je voulais revenir quand même sur une petite critique par rapport à lui avant même cet épisode, c'est le manque de contexte. Comme j'ai dit, je pensais que cet épisode pourrait éventuellement du coup nous en donner, pas du tout. Du coup, qu'est-ce qu'il fait depuis 6 mois ? Pourquoi il est resté à New York ? Je vais revenir après pour ses motivations puisqu'il en parle, mais actuellement. Comment il a eu un appartement et avec quel argent ? À la fin de la saison, on le voit rentrer dans un endroit à moitié détruit en ruine. Je me suis dit peut-être qu'il allait le squatter. C'est peut-être toujours le cas. Sauf qu'il a l'air de bien connaître sa voisine. Il a des meubles, il a une télé, il a des trucs. Donc, je pige pas. Comment il fait ? Il a un travail, Dex ? Il vole des gens ? Je sais pas. Pourquoi maintenant, du coup, il pose problème à la brigade anti-justicière ? Pourquoi il se met à les tuer désormais ? Pourquoi, par exemple, ceux de l'hôpital ? Qu'est-ce qu'il faisait là ? Pourquoi il les a cherchés ? Pourquoi il les a tués ? Pourquoi il a aidé Matt, du coup, dans le premier épisode ? Je sais toujours pas pourquoi, hein. Parce que là, je vais y revenir, Dex dit qu'il veut aider Matt à tuer Fisk, et Daredevil veut pas tuer Fisk. Du coup, il l'aide pas vraiment, c'est plus Dex fait son objectif de son côté, et Matt ne changera rien qu'il soit là ou pas, en fait. Donc je sais toujours pas pourquoi il a sauvé Matt, comment d'ailleurs il l'a trouvé, tout ça, je n'en ai aucune idée, ça ne sera pas expliqué. Même là, le délire d'appeler la brigade anti-justicière, là, pour les tuer dans le resto, pourquoi maintenant ? C'est juste comme ça, pour le fun ? Il y avait un autre but derrière, je sais pas. Mais donc, passons désormais vraiment à ce qui se passe dans l'épisode pour Dex, et on va le faire à peu près par ordre chronologique. Déjà bon, première scène, il est dans son petit appart, comme j'ai dit, qui n'a pas vraiment de sens pour l'instant. On peut voir qu'il est donc redevenu maniaque, qui fait son lit, tout ça. Alors ça, j'en avais déjà parlé dans ma critique de Born Again saison 1, ça n'a pas de sens que Dex soit maniaque, tout simplement parce que c'est terminé. C'était sa phase contrôle, sa phase où il se retenait, et surtout ses pulsions meurtrières. Dès qu'il les a, il n'est plus maniaque dans la série. Donc ça n'a plus de sens qu'il le soit. Il va donc ensuite dans la scène du resto, scène qui a d'ailleurs été montrée dans le marketing par Disney, je sais pas pourquoi ils autorisent des trucs comme ça, mais bon, comme vous voulez.
trouve ça dégueulasse de spoiler les gens. Ça, c'est un problème marketing, hein. Même Born Again, là, le compte de Daredevil a complètement pété un câble. On dirait c'est un cliché de gars qui a un TikTok qui est brain rot et qui commente. Enfin bref, c'est extrêmement chelou, je trouve. Par rapport à ça, je pense que c'est les audiences qui doivent être vraiment mais catastrophiques pour qu'ils en soient à ce niveau, mais bon. On a donc la scène où il va au resto, il fait son petit tic avec la pièce qu'il avait en saison 3. Je comprends toujours pas comment il peut se rappeler de petits détails comme ça, mais pas de thématiques littéralement liées au personnage, mais c'est pas très grave. Il y a la scène, du coup, il parle du Punisher. C'est vrai que ça m'a fait rigoler, honnêtement, qu'il parle de Frank. Ça m'a fait bizarre. Et la scène où il fait « Oh, il a un flingue », c'est vrai que j'ai rigolé. C'était pas mal joué, je trouve. L'acteur de Bullseye est très bon, hein, de toute manière. Et donc, après ça, la brigade arrive. Et alors là, déjà, petit point, je trouve quand même que le plan de Dex est extrêmement risqué, selon moi. Alors oui, vous allez me dire, il a un talent, la preuve, il s'en est très bien sorti. Oui, bien sûr. Je dis juste, on parle d'un mec là qui maintenant n'a même plus le costume de Daredevil pour se protéger. Il est littéralement pris en tenaille, en embuscade dans un restaurant. Je trouve qu'il y avait plus intelligent à faire. Je trouve que c'est très risqué. Mais ok, pourquoi pas. Je trouve juste que ça aurait été plus de logique s'il avait tué les innocents pour se marrer et pour profiter du décor et plein de choses comme ça. Comme il le ferait normalement, mais là il le fait plus. Je me demande aussi du coup son costume, toujours pareil, pourquoi il a un costume, pourquoi il a un masque, j'en ai aucune idée. L'identité est connue de tout le monde, il la cache même pas, donc pourquoi est-ce qu'il a un masque? Ah oui, pour qu'il ait son petit logo de cible sur le front. Oui, sauf que le problème c'est qu'on la voit pas en fait. Puisqu'elle est très mal éclairée, elle ressort pas. Et aussi, je commence vraiment à avoir marre de son masque, surtout, et de sa bouche. Comme j'ai dit, Bullseye, c'est un personnage à qui on voit la bouche, comme Daredevil, comme Batman. Le fait de casser sa bouche, c'est ridicule. Parce que c'est par là que ça passait les émotions en partie. Son sourire de psychopathe faisait peur dans la saison 3. C'était très réussi. La preuve, c'est que désormais, il est obligé d'enlever son masque toutes les secondes pour parler, comme avec le mec du resto avec son chien, alors qu'on n'aurait jamais eu besoin si on voyait sa mâchoire. Mais ça, c'est un problème de design, hein, plus qu'autre chose. Et je repose encore ma question, pourquoi il a un masque, alors qu'il n'en a pas besoin? Aucune idée. À la rigueur, s'il avait eu un casque pour se protéger comme dans le fanmade que je vous montre à l'image, ça aurait été cohérent. On aurait eu un design comics accurate, plus cohérent puisque c'est pour se protéger. D'ailleurs, quelle chance qu'il ait retrouvé exactement le même costume avec exactement les mêmes accessoires qu'en saison 1. Mais ça, c'est pas une critique nouvelle. Ensuite, donc, la scène de combat commence. On a le mec de la brigade qui reconnaît Dex, évidemment. Et évidemment, au lieu de rester braqué sur lui ou lui tirer dessus, le mec, quand il le reconnaît, il baisse son arme vers le bas, ce qui est évidemment très logique et très cohérent pour un mec entraîné. Mon Dieu, quoi, et les gens osent dire c'est au niveau de Netflix, quoi. Dinguerie. Et donc après, il y a la scène du combat, donc Dex qui tue les mecs de manière assez créative avec ses rebonds qui sont assez cool, honnêtement, hein, et pas de problème. Mais la scène du homard, honnêtement, j'ai trouvé drôle. Mais par contre, je trouve néanmoins que la scène manque, entre guillemets, de tension et de suspense, tout simplement parce qu'elle est à moitié au ralenti, un peu stylisée, donc... J'allais dire, on sait que le personnage risque rien et c'est un peu dommage. Alors, vous allez me dire, c'est peut-être la tension. Oui, sans doute. Mais alors là, c'est plus personnellement du goût. Je trouve que, du coup, ça manque d'enjeu. Et du coup, je suis pas pris dans la scène. Quelque chose qui pourtant était quand même le point fort de Netflix. On a ensuite la scène, donc, Dex de retour chez lui qui casse sa télé avec sa pièce. Alors, j'ai vu des gens me dire, ouais, mais c'est comme dans Hawkeye. J'en ai rien à faire. C'est juste, du coup, il a plus accès aux informations pour voir la suite pour Fisk. C'est complètement débile. Mais passons. On a la scène, du coup, où Matt arrive chez lui pour se battre. Dex qui est quand même très agressif pour un mec avec qui apparemment il veut juste parler, donc c'est pour ça que je trouve ça un peu étrange. J'ai bien aimé la scène aussi où il prend la meuf en otage, du coup ça montre qu'il est pas gentil. Comme le mec après avec qui d'ailleurs il va prendre la moto là en lui mettant une caillou dans la tête. Je trouve ça l'a même tué, on en a aucune idée. Donc on voit que Dex est toujours méchant. Il a aussi menacé le prêtre, hein, il le dit avec un couteau. Mais du coup, encore une fois, j'ai désormais un problème avec le but de Dex. Bon déjà on manque beaucoup de contexte encore une fois avec lui. Mais du coup, il nous explique un peu ses intentions. Il dit qu'il a fait ce qu'il a fait avec Foggy à cause de Vanessa, mais qu'il était obligé parce qu'il devait sortir et qu'il n'en pouvait plus. Et alors à ça déjà, hop, pause, petit problème. Déjà, comment il sait que Foggy était l'ami de Daredevil? Ça veut dire qu'il sait que Matt Murdock est Daredevil, parce que je rappelle, ça n'a jamais été dit officiellement. Jamais Dex ne l'a appris, en tout cas dans les saisons. Donc, ça y est, il le sait, c'est officiel ou pas? S'il le sait, comment? J'aimerais bien le savoir. Est-ce que c'est Vanessa qui lui a dit? Juste une petite confirmation serait cool, en fait. Mais non. Il dit aussi, en gros, donc, qu'il a utilisé Vanessa pour sortir de prison parce qu'il en pouvait plus. À ça, je dis, ok. Et il dit, du coup, qu'il est obligé de tuer Foggy. Non. Une fois qu'il est dehors, il n'a plus aucune obligation envers Vanessa, c'est un meurtre. Il peut juste se casser de son côté, Vanessa va faire quoi? Elle va porter plainte? Non, elle va rien faire. Donc Dex a choisi de tuer Foggy délibérément, par plaisir. Et la preuve en est, il est allé dans le bar de Josie pour faire un max de victimes en tuant tout ce qui bouge. Parce que c'est Bullseye, c'est un psychopathe en fait, du coup c'est logique. Il allait même tuer Karen avec beaucoup de plaisir et il lui redit la phrase en plus. Donc non. Et en plus, Dex qui dit donc qu'il a fait ça pour sortir de prison, ça me fait rigoler puisqu'il est allé littéralement tuer Foggy en pleine rue, en pleine journée pour faire un max de victimes. Et donc retourne en prison littéralement le jour même. Donc non Dex, si tu tenais tant que ça à sortir de prison, tu serais pas retourné exprès juste après. Donc tout ça déjà ça n'a aucun sens. Alors certains vont me dire peut-être que c'est la folie du personnage.
Peut-être, mais pour l'instant c'est pas montré ni expliqué. Et encore une fois, est-ce que les scénaristes sont au courant de ça? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vu le nombre de bordel qu'ils foutent dans tous les autres personnages, je suis pas sûr du tout qu'ils ont compris Bullseye. Vous comprenez bien. Et donc Dex dit désormais qu'il est plus ou moins gentil, et il veut tuer les Fisk. Parce que Matt en est incapable et il veut rééquilibrer les choses, en gros faire une bonne action pour se rééquilibrer lui-même. Alors déjà, bon évidemment ça marche pas comme ça pour sauver son âme, même si bon, je suis sûr que Dex là pour le coup c'est juste sa morale qui est complètement vrillée. Ça ok, d'accord, c'est pas une incohérence, c'est ok. Mais il dit donc que c'est pour faire le bien qu'il veut tuer Fisk et en gros le bien commun. Mais non. Là je vous pose une question, pourquoi il voudrait faire le bien et soi-disant se racheter? Ce dont je ne crois pas évidemment puisqu'il ment à Matt, ou alors c'est juste une incohérence par rapport à Foggy. Et pour quel motif Dex voudrait se racheter ou faire le bien? Il en a rien à péter, il a jamais eu aucune morale. Il suivait juste des exemples pour pas tomber dans le droit chemin parce qu'on lui a dit que c'était pas bien de tuer des gens. C'est juste pour ça qu'il le fait, sinon il en a rien à péter Dex. C'était juste pour se conformer à la base à la société, mais il savait au fond de lui qu'il voulait pas ça. Il faisait juste ça pour se maintenir en sécurité et pas succomber à ses bas instincts. Mais donc, pourquoi Dex d'un coup voudrait devenir gentil? Pourquoi il veut pas juste tuer Fisk pour la simple raison qu'il a essayé de le tuer lui à plusieurs reprises, et aussi qu'il a tué Julie, la seule meuf avec qui il avait quelque chose, un minimum d'émotion et de sentiments, avec sa psy aussi d'ailleurs. Je veux dire, c'est pas suffisant comme motivation, juste la vengeance qu'il ait tué une personne qu'il aimait, voire la seule en fait? Non, maintenant Dex veut soi-disant être gentil, mais pourquoi, encore une fois, pour quel motif? Pour quelle raison Dex veut faire ça? Est-ce que vous pouvez me la donner? Non, il y en a pas en fait. Mais comme j'ai dit, la série nous montre qu'il est pas vraiment gentil, puisqu'il continue de s'en prendre quand même à des innocents, techniquement parlant, avec la meuf qui prend en otage, et le mec à qui il envoie un truc dans la tête, ou le prêtre qui menace. Ça, c'est cool. Mais du coup, ce que je comprends pas, c'est... Est-ce que c'est fait exprès ou pas? Est-ce que les scénaristes de Born Again ont compris? Parce que, comme j'ai dit, il y a plein de scènes qu'ils ont fait dans la saison 1 où les scénaristes eux-mêmes ont dit qu'ils savaient pas ce que ça voulait dire. Donc, est-ce que c'est voulu ou pas? C'est ça que je veux dire. Est-ce que vous êtes sûr que c'est voulu, tout ça? Moi, je n'en suis pas sûr. Après, bon, je vais pas vous cacher, je suis quand même content, avec des guillemets, ou en tout cas rassuré, qu'ils aient pas fait de Dex un vrai gentil en mode rédemption. Il a donc sa pseudo-vision de la rédemption, qui en fait évidemment est fausse puisqu'il s'en prend toujours aux innocents, mais du coup, alors ça c'est cool. Après on dirait je suis obligé d'applaudir qu'ils aient pas fait de Dex un gentil, enfin vous rendez compte de ce que je dis? Pour ceux qui connaissent pas le personnage de Bullseye, c'est comme si là je vous disais ouais c'est cool, ils ont pas fait du Joker un gentil, ou le bouffon vert en fait, c'est les mêmes personnages. Vous vous en rendez bien compte que c'est un problème ce que je suis en train de dire. Et du coup, encore une fois, tout ça c'est très bien, mais pourquoi Dex veut, de son point de vue en tout cas, redevenir gentil? Pour quelle raison? Encore une fois, c'est pas pour culpabilité pour Foggy. Déjà parce que c'est pas vrai qu'il était pas obligé de le tuer, il pouvait faire ce qu'il voulait, mais surtout, pourquoi pour Foggy en particulier? Pourquoi pas l'agent Nadim qui était son collègue et son pote qui l'a rendu un fils orphelin? Pourquoi c'est pas le prêtre, le père Lantom? On oublie, parce que je rappelle, ils ont pas vu la saison 3, les mecs de Born Again, ils oublient tout ça. Pourquoi pas tous ses collègues du FBI qu'il a tués, voire même tous les gens avant? Pourquoi pas Jasper Evans qu'il a tué dans le journal avec tous les mecs du New York Bulletin? Non? C'est pas grave ça? Ok. Donc bref, non, Bullseye n'est pas réussi dans cet épisode. Pas complètement en tout cas. L'histoire, encore une fois, pourquoi faire ça? Pourquoi pas faire juste Bullseye, le méchant qu'il est censé être et qui prenait en direction dans la saison 3 de Daredevil? Ça n'a aucun sens et ça sert à rien pour l'instant. Voilà, oui, je suis un petit peu rassuré qu'ils en aient pas fait un gentil. Néanmoins, je comprends toujours pas le délire avec Dex. Pour l'instant, c'est pas intéressant puisqu'on comprend pas ce qu'il veut et pourquoi il ferait ça. Mais bon, au moins il est pas gentil à 100%. Si c'est vrai pour les prochains épisodes, faut pas oublier que Vanessa a réussi à mettre une balle à Bullseye, en plein dans le bide, et elle l'a transpercé, c'est passé de l'autre côté. Donc il va falloir évidemment justifier comment Dex survit, appeler quelqu'un pour le soigner. Ça va être vraiment compliqué, parce qu'en général ça, c'est compliqué à soigner. Si vite fait, c'est vrai que j'ai failli l'oublier, je suis content que dans cet épisode on n'en ait pas fait des caisses avec la lumière bleue de Dex, parce que bon, l'idée est pas horrible en soi, juste la surutiliser à chaque fois, je trouvais ça un peu ridicule. Et aussi, moi par ça, je trouve que l'acteur a quand même pris un petit coup de vieux, je trouve de plus en plus dans cette saison. Encore une fois, évidemment, on lui en veut pas, c'est Disney qui a attendu 7 ans pour faire une suite, mais je trouvais que ça se remarquait quand même de plus en plus. Ça ne changera à son talent, évidemment, je le précise quand même. Ensuite, je voulais passer au personnage de Fisk et Vanessa, pour le coup, parce qu'il y a des choses à dire. On commence par Fisk, alors déjà, bon, j'ai été content déjà de quelque chose. Rappelez-vous, dans une de mes dernières vidéos, je disais, qu'est-ce que Fisk fait à part, en gros, arrêter les justiciers? À l'époque, il voulait reconstruire la ville, il avait des projets et tout, et ça, on ne nous en parlait pas dans Born Again. Et là, la série a décidé, encore une fois très tardivement quand même, mais c'est mieux que rien, de nous dire qu'en fait Fisk avait de grands projets de rénovation pour New York, de manière concrète, et que donc le combat de boxe était en fait une récolte de fonds, pour ça en partie. Donc déjà j'apprécie ce côté-là, ça montre que Fisk encore une fois ne fait pas rien et veut réellement améliorer New York, quelque chose qu'il voulait depuis la saison 1, donc forcément c'est cool. Après, ça contredit toujours le personnage et son développement avec la saison 3, où il avait accepté d'être entre guillemets le méchant et que la ville ne méritait rien. Mais bon, c'est pas très grave, la saison 3 n'est pas prise en compte. Au moins, il continue ses projets logiques.
J'ai bien aimé du coup par rapport au gymnase de Fogwell où je voulais y revenir un peu plus en détail, qu'il ait bien pris ce gymnase pas au hasard, c'était évidemment pour attirer Daredevil, déjà, Matt Murdock, car il avait enquêté, Fisk, déjà dans la saison 2, il savait que son père était connu. Donc j'aime bien, je pensais qu'ils allaient complètement oublier, faire juste un vieux clin d'œil, non, c'était calculé, et c'est un plan de Fisk, j'aime ce côté-là. Après, bon, le gymnase de Fogwell, ça m'a fait rigoler parce que le lieu a eu pas mal de redesign, vous pouvez voir évidemment quelques comparaisons. Bon, niveau comme j'ai dit, colorimétrie, évidemment c'est ignoble par rapport à la série Netflix, mais ça c'est pas nouveau. Et en soi ça me dérange même pas tant que ça, que la salle ait un peu changé, bon j'imagine qu'ils ont dû la reconstruire. C'est pas très grave en soi, hein. Ce qui me fait rigoler juste c'est qu'ils montrent des flashbacks plus ou moins dans le même épisode, où on peut voir que la salle est littéralement différente. Mais bon, c'est pas très grave, c'est juste ça m'a fait un peu rire. Et aussi j'ai bien aimé qu'ils aient recréé du coup le clin d'œil, Krill versus Murdock, évidemment clin d'œil à Agent of Shield, évidemment ça a été fait pour ça, je rappelle selon le showrunner de la saison 1. Mis à part ça, le combat de Fisk en soi par rapport à la boxe, je trouvais que c'était sympa sans plus. Oui, on sait que Fisk va éclater le mec, on le savait avant de le voir, donc bon, ça, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est pas très passionnant à voir, mais bon, c'était marrant. On peut voir qu'il aime bien se défouler, Fisk, et voilà. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on peut voir en vrai qu'il se retient quand même un petit peu, puisqu'à la fin il s'énerve, et là on voit vraiment qu'il éclate le mec en deux coups. Donc pareil, j'ai bien aimé, ça montre la force de Fisk. Mais après, bon, c'est pas non plus incroyable. Je tiens à préciser, Vincent D'Onofrio, sur toute cette séquence, fait, je trouve, très jeune. Je trouve qu'il a vraiment la patate, et même niveau force physique, ça se voit qu'il est en forme, donc bravo à l'acteur, c'est très cool. On sent que même lui, il s'amuse à faire cette scène et qu'il prend vraiment du plaisir, donc ça fait quand même plaisir à voir. Mais évidemment, ce qui est intéressant avec Fisk, c'est la fin de l'épisode. Alors, je vais y revenir après, évidemment, sur Vanessa beaucoup plus en détail, et sur son personnage. Mais du coup, le fait que, déjà, bon, tout le jeu, évidemment avec Vanessa qui vient le voir, ça marchait quand même bien. Le fait que Fisk évidemment à la fin commence à péter un câble, semble inquiet et en même temps il est quand même rationnel, il agit plutôt vite. Je trouve ça plutôt cool. Mais surtout ce qui va être intéressant du coup, c'est l'après. Qu'est-ce qui va se passer pour Fisk après la mort de Vanessa? Et ça pour le coup, ça peut être intéressant. Puisque je rappelle, Vanessa était très importante pour Fisk, c'était littéralement ce qui le rattachait au monde réel et même à son humanité au final. Je rappelle que la fin de la saison 3, même si désormais Born Again évidemment a décidé de la reboot, Fisk perdait à cause de Vanessa. D'ailleurs dans les 2 saisons. Et c'est en fait par amour qu'à chaque fois il perdait, donc je trouve ça assez intéressant. Voir comment le personnage va évoluer sans ce pilier en fait. Sans compter que cette fois-ci, Fisk, comme je dis, sera inarrêtable et sera un monstre absolu. Quelque chose qu'on nous vendait déjà dans la première saison de Daredevil, on nous disait que c'était pas mal adouci justement depuis qu'il avait rencontré Vanessa. Qu'il était plus distrait, moins concentré et tout. Donc finalement, je dis bien peut-être, alors je me fais pas trop d'espoir, hein, je connais le scénariste de Born Again, mais peut-être voir un Fisk vraiment déchaîné, comme on l'a jamais vu, ça peut être intéressant. Mais encore une fois, il va vraiment falloir explorer Fisk et explorer les thématiques. Vraiment, j'insiste dessus. Chose qu'on ne fait pas encore une fois depuis la saison 1. Rien n'a été raconté avec Fisk. Il faut maintenant qu'on passe à quelque chose. Évidemment, ça arrive bien trop tard, hein, ça arrive à la mi-saison. Je pense que la mort de Vanessa aurait dû avoir lieu en fait dès le tout premier épisode de Born Again, saison 1, hein, je parle, pour raconter comment Fisk revient dans le monde réel, puisqu'il n'a aucune raison de sortir de prison, puisqu'il est promis à Matt Murdock en partie pour protéger Vanessa, donc ça n'a toujours aucun sens de pourquoi il sort de prison. En fait, c'est ça qui est incroyable avec Born Again, c'est qu'ils n'arrivent pas à faire quelque chose sans pour autant faire un énorme doigt d'honneur à ce qui a été fait avant. Je sais pas comment ils se débrouillent, mais ils y arrivent. Mais donc, Fisk, assez content pour l'instant, on va dire, de son traitement, même s'il y a un bagage pourri qui se trimballe de Born Again saison 1, et hâte de voir peut-être l'évolution enfin du personnage et quelque chose de nouveau avec lui. Et justement, par rapport à Vanessa aussi, j'ai trouvé le personnage à la fois intéressant et raté. Un jour, j'en ferai peut-être un bilan complet, une vidéo dédiée à Vanessa. Parce que là, du coup, bon, je résume un petit peu. Au début, Vanessa, évidemment, est un peu triste de pas aller au match de Fisk. Elle capte, évidemment, qu'il veut l'éloigner. Mais en fait, ce qui m'a agacé avec cette scène, évidemment, il y a 2 trucs. Déjà, Vanessa, l'épisode d'avant, nous disait qu'elle était terrorisée de Bullseye, littéralement. Elle était parano même chez elle et tout, au point d'avoir un flingue tout le temps sur elle. Ce qui était déjà débile, puisque c'est elle qui a fait libérer Bullseye. Mais bon, c'est pas très grave. Après qu'elle essaie de la tuer plusieurs fois dans la saison 3, je vous le rappelle. Mais bon, imaginons que Vanessa, désormais, ait peur de Dex. Ok, pourquoi pas. Le problème, c'est que du coup, dans cet épisode, Vanessa n'a plus peur de Dex et veut donc désormais sortir en public et s'afficher, sachant que, je rappelle, elle était parano un épisode avant. Je trouve ça complètement débile. Mais surtout, pourquoi Fisk ne lui dit juste pas que c'est un piège pour attirer Daredevil et Bullseye? Vanessa, elle est pas teubée, elle a un cerveau quand même, elle va comprendre. Donc je comprends pas. C'est une scène qui fait du drama pour pas grand chose, alors qu'on aurait pu juste l'expliquer en une phrase. Je vais parler après de sa scène avec la gouverneure, parce que ça, bon, c'est une scène un peu osef, que j'ajouterai un peu après. Mais du coup, évidemment, Vanessa finit par revenir à New York et aller au match de Fisk, évidemment pour accompagner son mari, se montrer en public fièrement avec lui, et se faire tuer par Bullseye
indirectement, enfin plutôt par Fisk. J'ai trouvé que thématiquement, même si bon, comme j'ai dit, c'est un peu débile pour un personnage qui est censé avoir peur, mais thématiquement, oui, c'était pas mal. Et ça fait écho, encore une fois, au début de Daredevil, de Netflix bien sûr. Le fait que Vanessa se laisse entraîner en fait du mauvais côté, depuis le début. Au début, Vanessa était une femme tout à fait normale et respectable. Le truc, c'est qu'elle se laisse aller de plus en plus par amour pour Fisk. C'est ce qu'elle dit dans la saison 3. Elle veut être avec lui tout le temps. C'est pour ça qu'évidemment, elle s'est sali les mains en ordonnant le meurtre de l'agent Nadim et que donc elle était techniquement condamnée en saison 3, enfin elle aurait pu l'être, et que Daredevil avait un moyen de pression sur elle. Encore une fois, Born Again a évidemment oublié cette histoire, mais c'est pas nouveau. C'est ça que je veux dire, que Vanessa, au final, fait de mauvais choix par amour pour Fisk. Parce qu'elle veut faire partie de sa vie pleinement. Et donc le fait qu'évidemment, au bout d'un moment, cette détermination à être avec Fisk la conduise sur des chemins dangereux au point de perdre la vie, oui, évidemment, thématiquement, c'était pas mal. C'était même plutôt sympathique, on va pas se mentir. Le fait aussi, en plus, que techniquement, indirectement, c'est Fisk qui déclenche sa mort en pétant le truc en verre, et qu'en plus, c'est le truc en verre de Fisk, New York, tout ça, évidemment. C'est un peu l'obsession de Fisk avec New York, qui au final tuera Vanessa, c'est un peu ce qu'on sous-entendait depuis le début de Netflix aussi. Donc oui, c'est pas mal, c'est même plus... Vraiment, je pense, une des meilleures idées de la série. Le problème, c'est que, comme j'ai dit, ça arrive déjà beaucoup trop tard, que ça arrive aussi dans des circonstances très maladroites. Comme j'ai dit, pourquoi Fisk lui a juste pas dit que c'était un piège? Pourquoi Vanessa, d'un seul coup, elle s'est fait pousser une paire de couilles et elle a le courage d'aller sur le ring? Je sais pas. Donc vous voyez, c'est pas parce qu'il y a un truc bien, et même plutôt très bien, même je dirais, sur l'idée en tout cas, qu'elle est bien exécutée. Et c'est pour ça qu'il faut pas vous laisser vous prendre, je pense, par le train de la hype. Oui, c'était quelque chose de bien, mais c'est gâché par les circonstances. Et je dirais même que de toute façon, le personnage de Vanessa a été gâché depuis le début de Born Again. D'un seul coup, elle est devenue une girl boss forte et indépendante pour devenir une chef mafieuse. Pour quelle raison, on ne le sait toujours pas. Elle a trompé Fisk. Ça, c'est toujours complètement hors personnage et n'a aucun sens dans l'histoire. On n'a rien fait d'intéressant avec en plus. On est revenu au statu quo, en fait. À la fin de Born Again saison 1, donc quel intérêt de nous avoir fait cette intrigue? Ah oui, perdre du temps, excusez-moi. Et ça a complètement sali leur relation, donc... malheureusement, oui, ça marche pas autant que ça aurait dû, parce qu'on a gâché le personnage en cours de route. Mais c'était mieux que rien. C'était mieux que rien, et honnêtement, l'idée était bonne. Et même sa mort en soi était cool. Dommage aussi que les acteurs du coup nous l'aient spoilé. Je vous rappelle, la mort de Vanessa a été spoilée depuis un très long moment. Je veux dire qu'en plusieurs semaines avant, les scénaristes vous disent « Ah, l'épisode de la boxe, il va se passer quelque chose de très grave pour Fisk, il va être atteint comme jamais, il va être en deuil. » Oui, on a compris, du coup, merci. Donc voilà, ça c'est pas de la faute de la série, mais du marketing, en tout cas de l'équipe de Marvel. C'est Tobey, nous l'ont donc spoilé. C'est très gentil à eux. Et aussi, truc c'est vrai qui m'a fait rigoler, faut pas oublier qu'elle est morte du coup à l'endroit exact où Matt s'est tapé Elektra quelques années plus tôt. C'est vrai que je trouvais ça un petit peu rigolo quand même. Donc voilà, RIP Vanessa, RIP un des très bons personnages de Netflix qui a été gâché par Born Again. C'était une des originales qui restait, malheureusement, ça nous en fait une de moins, et le reste n'est pas forcément meilleur. J'ajoute ça vraiment dernière minute pour conclure, on a une de notre chère productrice de Born Again, très gentille, qui nous a spoilé qu'en fait Vanessa ne meurt pas dans cet épisode, mais mourra dans le 5e. Voilà, je vous préviens, puisque apparemment c'est une information qu'on est censé savoir. Voilà. J'espère que vous êtes contents. Je passerai aussi en très vite fait sur Monsieur Charles et la gouverneure par rapport à Fisk, puisque c'est relié un peu ces intrigues. Déjà Monsieur Charles, du coup, on a enfin une scène avec lui, on a la moitié de la saison et on l'a vu quand même que dans un épisode. Scène, pareil, que j'ai trouvé extrêmement bizarre. Déjà Fisk, évidemment, arrive dans l'entrepôt. Droit devant lui, il y a Monsieur Charles qui est assis. Ni lui ni Buck Cashman le voient, évidemment. Complètement débile, mais admettons. J'imagine, oui, c'est un effet de mise en scène, oui, mais c'est quand même débile, je suis désolé. On voit donc Monsieur Charles qui commence à embrouiller Fisk parce qu'il ne fait pas la livraison des armes qui doivent être livrées du coup dans un autre pays, de ce qu'on comprend. Mais alors du coup, je vais poser une question. Pourquoi les avoir ramenées à New York à l'origine en fait, si elles doivent être livrées à un autre endroit? Je veux dire, pourquoi les emmener de un endroit, j'imagine en Grèce du coup, vu que les mecs étaient grecs, à New York pour ensuite les emmener dans un autre pays? Moi je trouve ça un petit peu chelou, mais bon, admettons. Fisk dit donc qu'il ne peut pas les renvoyer pour l'instant parce qu'il y a Daredevil et que du coup elles pourraient retomber dans ses mains ou je sais pas quoi. En vrai, je suis même pas sûr. Honnêtement, vu comment Daredevil est occupé en ce moment, franchement, tu peux envoyer les armes en discret, je pense qu'il en saura jamais rien. Que ce soit en voiture, en avion, tout ce que tu veux. Non, je pense pas que Daredevil le découvrira. Donc voilà, j'ai pas trop kiffé la scène. Je trouve aussi que Monsieur Charles perd un petit peu de sa superbe parce qu'il fait le malin à être au-dessus de Fisk, à la rabaisser. Sauf qu'on voit bien que c'est Fisk en fait qui a l'avantage avec la scène avec Cashman. Je vais y revenir après un peu sur Cashman plus tard. Donc voilà, et je comprends toujours pas du coup quel est l'intérêt de Monsieur Charles. Pour l'instant, on est à la mi-saison quand même. Et il n'a rien fait pour l'instant de vraiment notable. C'est un mec de la CIA qui vient de temps en temps pour rigoler, faire l'excentrique avec Fisk et qui veut livrer des armes. Cool. Mais on s'en fout un petit peu en fait, c'est ça le problème. Et aussi, je voulais parler 2 secondes du coup de la gouverneure de New York.
nous a introduit il y a quelques épisodes. Bon, déjà, il y a une scène coupée avec elle qu'on a pu voir en photo, où elle parle avec Vanessa et Fisk, donc je sais pas ce qui est devenu cette scène. Et alors elle, bon donc sa scène, c'est qu'elle suce Vanessa, j'ai pas d'autre mot pour le dire. On a donc une histoire où en gros, la gouverneure explique à Vanessa qu'elle est d'accord en gros plus ou moins avec tout ce que fait Fisk, absolument tout, juste qu'elle aime pas Fisk, et du coup elle aimerait que ce soit Vanessa qui gère les choses. D'accord, bon bah si tu veux, donc c'est quoi le truc? C'est un message de Disney, c'est une solidarité féminine entre femmes fortes, je sais pas, honnêtement, je n'ai pas compris l'intérêt de cette scène. Surtout qu'en plus, comme je dis, elle est d'accord avec Vanessa qui suit Fisk, donc juste elle aime pas Fisk, d'accord, bon bah admettons. Mais alors elle peut ne pas être teubée et juste différencier la personne du programme, non? Je sais pas. Elle dit aussi que Vanessa aurait pu faire tout le projet là de New York toute seule. Non. Comment ça, Vanessa aurait pu faire ça? Vanessa, c'est juste une meuf qui connaît des tableaux et une galerie d'art. De quoi tu parles, en fait? Non, Vanessa, elle a pas l'argent, elle a pas les ressources, elle a pas l'influence. Donc, non, madame la gouverneure, Vanessa n'aurait rien pu faire sans Fisk, elle n'a pas les compétences. C'était quoi cette scène? J'ai pas compris le délire. Donc, elle aime pas Fisk, mais elle aime Vanessa. Un truc qui mènera à rien, puisque Vanessa est morte de toute manière. On a la brigade anti-justicière, dont je voulais parler 2 secondes, qui donc ne sert pas à grand chose à part se faire tuer. En personnage notable, on a Agent Powell, le GOAT, le fameux, qui donc, dans cet épisode, pareil, n'apparaît pas beaucoup. Il vient chez Kirsten pour faire le méchant et bouger des papiers parce qu'il recherche un terroriste, soi-disant. Voilà, scène qui sert à rien à part en faire un méchant caricatural. C'est vraiment dommage, hein. J'aimerais bien qu'on développe un petit peu Powell et montrer pourquoi, comment, pourquoi il en est arrivé là. Est-ce qu'il pense du système? Est-ce qu'il a une famille? Est-ce qu'il avait des collègues qui sont morts à cause de justiciers, peut-être? À part le mec avec White Tiger, non, on s'en fout, c'est juste un méchant parce qu'il est méchant. Ah ouais, c'est cool. Il mentionne aussi Matt Murdock, ça c'est cool qu'ils aient pas oublié qu'il y avait une petite rivalité entre les deux, c'est assez sympathique. Faudra peut-être en faire quelque chose un jour. Et on a aussi Cole North, du coup, qui ne sert à rien, toujours. Déjà, le personnage, bon, vu comment il est différent des comics, pourquoi l'avoir ramené, tout simplement. Et voilà, c'est juste un autre mec de la brigade en train de se balader et rien faire. Cool. Mais du coup, est-ce qu'il aurait pas mieux valu que Cole North meure dans la saison 1 comme c'était prévu? Puisque Cole North, je rappelle, est mort, hein, il s'est pris 2 explosions, plus une balle dans la jambe, un couteau dans la main et une commotion cérébrale. On n'a toujours pas de réponse de comment il a survécu, mais c'est pas grave. Donc, pour l'instant, vu l'importance du perso, est-ce que ça aurait été pas mieux peut-être qu'on le laisse mourir et éviter une incohérence? Toujours parmi les méchants, on n'a rien aussi sur Heather pendant cette semaine. Dommage parce qu'on est à la mi-saison, faudrait peut-être avancer un peu l'histoire. Est-ce qu'elle va devenir Muse ou pas? Je ne sais pas. Mais un liqueur avait dit qu'il y avait eu beaucoup de problèmes avec l'histoire de Heather, qu'il y avait eu pas mal de reshoot, de déplacements de scènes aussi entre les épisodes. Donc repassons maintenant un petit peu du côté des gentils avec Karen. Karen d'habitude dont je parle plus tôt, mais là il n'y avait pas grand chose à dire. Et Kirsten, je vais mettre les deux ensemble pour cette semaine puisqu'elles étaient beaucoup ensemble. Déjà Karen, alors déjà j'étais un petit peu déçu de quelque chose. La semaine dernière, donc Karen commençait un peu à se radicaliser avec des guillemets. Elle tire sur un mec, l'a probablement tué, Matt réagit à la fin de l'épisode 3. Évidemment, ce ne sera jamais abordé dans cet épisode. Non, pourquoi faire une tension? Faire un développement entre des personnages? Non, sûrement pas. Donc voilà, Karen a donc tué a priori quelqu'un et Matt n'est pas très inquiet. Cool. Y a la scène aussi où Matt lui dit en gros que c'est un piège, le gym de Fogwell, et qu'il faut qu'il aille en gros prévenir Dex, en tout cas le trouver. Et Karen est en mode ouais vas-y. J'étais en mode non Karen, il y a un épisode tu voulais que Dex se fasse tuer par la brigade, donc pourquoi tu veux que Matt y aille? Aucun sens. Mais vous voyez des choses comme ça, moi ça me pourrit les épisodes en fait. Je sais que là il y a la petite hype, oui mais il y a Dex qui tue Vanessa. Oui, on s'en fout, l'écriture reste à chier, je suis désolé de vous le dire. Il y a ensuite la petite scène du coup où ils se disent je t'aime. J'ai trouvé ça aussi un petit peu... Comment dire? Bas de gamme. Alors oui, c'est cool que les deux persos se disent ça et tout, c'est bien. C'est mignon. Mais je trouve c'est bizarre. Rappelez-vous la scène où Matt dit à Elektra qu'il l'aime dans la saison 2. C'était beaucoup plus touchant, mieux raconté, il y avait plus d'ambiance. Presque, j'allais dire une vraie alchimie. Là, la manière dont c'est dit, c'est vraiment banal. C'est un contexte un peu pété ou juste avant qu'ils partent d'un truc. C'est pas un moment où ils sont tous les deux en tête-à-tête. Enfin, ils sont en tête-à-tête, mais vous avez compris quoi. Bref, je trouve que ça manquait beaucoup d'impact pour une scène qui est censée quand même être un peu importante entre les deux. Et encore une fois, Matt lui dit ça, juste après qu'elle ait tué quelqu'un, enfin bref, on n'est plus à ça près. Donc je trouvais que la scène manquait beaucoup d'alchimie et d'ambiance surtout. Donc voilà, à part ça, Karen, aucun développement pour cet épisode, c'est pas très grave. Ensuite, on passe à Kirsten du coup, comme j'ai dit que je voulais mettre dans cette catégorie. Alors Kirsten, bon, elle sert pas à grand chose, enfin elle fait son job quoi on va dire. Pas beaucoup de développement pour le moment, mais c'est cool de l'avoir plus quand même. Alors déjà, Kirsten, on apprend que c'est elle qui a donné l'information du bateau à Daredevil dans l'épisode 1. C'est dit très brièvement la dernière fois,
que j'ai aidé en gros Daredevil, et je suis devenu complice en gros de terrorisme avec le bateau. Alors il me semblait pas que ça avait été dit dans l'épisode 1, mais alors du coup j'ai encore posé des questions, contexte, comment Kirsten est au courant ? Comment Kirsten savait qu'un bateau allait arriver par rapport à Fisk, qu'il y avait des armes dedans, des trucs qu'il ne va pas trouver. D'où, comment ? Encore une fois, est-ce qu'on peut avoir un contexte dans cette série ? Non ? Je veux dire, les seules personnes apparemment au courant, c'était les 2 Grecs sur le bateau, qui n'ont pas l'air de connaître Kirsten. Du coup, je ne pige pas, du tout. Et ensuite, du coup, il y a la fameuse scène, du coup, avec l'interrogatoire avec le Grec. C'est ça que je voulais dire, en partie. Je le mets dans cette catégorie, puisque c'était surtout lié à Karen et à Kirsten. Alors, donc on a le témoin qui arrive dans la planque de tout le monde, la Daredevil, tous les justiciers. Du coup, alors je vais peut-être poser une question débile, comment il a trouvé ? Comment ce mec sait que Daredevil, Karen ainsi que sa pote du resto grec se trouvent ici ? Je n'en ai pas la moindre idée, et la série non plus, puisqu'elle ne le dira jamais. Il dit ensuite, pendant son témoignage aussi, que les mecs disaient « Le gars qui nous a commandité s'appelle le Caïd, mais nous on savait un peu que c'était le maire. » Je suis en mode « Oui, je sais, c'est connu du grand public que Fisk, son nom c'est le Caïd. Enfin, c'est pas un secret, vous êtes teubés ou quoi ? Sérieux. » Et aussi en soi tout le principe de faire témoigner ce mec. Ça n'a aucun sens. Et vous allez me dire « Mais pourquoi tu dis ça ? C'est comme ça qu'ils l'ont fait tomber les autres fois. » Bah déjà, en fait, la saison 3 vous a montré que ça ne servait à rien, puisque Fisk a été acquitté apparemment. On ne sait toujours pas comment c'est possible, mais il a été acquitté. Comment Fisk était tombé la dernière fois ? Grâce à un témoignage, et oui, de l'agent Nadim. Agent Nadim qui avait fait donc un témoignage à titre posthume parce qu'il savait qu'il allait mourir, ce qui a donc, comme Foggy l'a dit, corroboré ses faits déjà. Mais même après ça, plusieurs agents du FBI, dont l'agent Atlee, ont avoué toute la corruption par rapport à Fisk. Donc c'est pour ça que le témoignage a marché. Dans la saison 3, on avait aussi le témoignage de Jasper Evans qui allait faire tomber Fisk avant que Bullseye le tue. Mais pourquoi ça marchait pour Jasper Evans ? Parce que c'était un mec condamné à perpétuité qui était plus en prison. Du coup, ça prouvait littéralement ce que Fisk avait fait et qu'il avait fait sortir de prison. Puisque même le directeur de la prison n'était pas au courant. Là, c'est juste un mec random qui, comme a dit, n'a aucune paperasse, aucun papier ou je sais pas quoi, qui va juste dire à la caméra « Ouais, Fisk, il nous a fait conduire un bateau et escorter, j'allais dire, des armes à feu. » Ça n'a aucune valeur, absolument aucune. Donc, JR déjà, bon, on sait que ça va ne servir à rien puisque Fisk est déjà ressorti de prison, on vous l'a déjà expliqué, mais en plus, ils ont aucune preuve, c'est juste un mec comme ça devant une caméra. Ok, très bon plan. Évidemment, à la fin, le mec se fait évidemment tuer, donc de toute manière, ça servira à rien. Et, à moins que du coup, ils disent que c'est titre posthume, sauf que c'était pas prévu à l'origine, alors que Nadim, lui, l'avait prévu. Et du coup, bon, même si là, pour le coup, Matt essayait de retrouver Dex et empêcher évidemment le combat à Fogwell, Matt on aurait peut-être pu l'appeler pour lui demander d'escorter le mec éventuellement, puisque c'était quand même le mec qui soi-disant allait faire tomber Fisk. C'était quand même un petit peu urgent, mais bon, c'est pas très grave, tant pis. Tant que j'y suis à parler des alliés, évidemment, je vais reparler de Jessica Jones et des personnages Netflix qui sont mystérieusement introuvables. Je le dirai comme à chaque fois, chaque semaine. Donc Jessica, Matt, je rappelle qu'il travaille déjà avec elle, comme dit en très vite fait dans l'épisode 1. Je me demande donc où est Jessica, pourquoi Matt ne lui demande pas de l'aide, peut-être contre la brigade, pour le régime de Fogwell, même aller savoir pour retrouver Dex, puisque c'est quand même une très bonne détective, Jessica. Non, parce qu'on n'est pas encore à l'épisode 6, et Jessica apparaît à l'épisode 6, du coup c'est mort en fait. Ah oui, d'accord, ok. Pareil, toujours en général, où est du coup Brett Mahoney, le flic de Daredevil, qui sera normalement là, au bout d'un moment dans la saison, j'imagine à la dernière minute du coup, puisqu'on l'a toujours pas vu. On est à la mi-saison, je vous rappelle. Où est Brett ? Qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il est jamais là ? Aucune idée. Où est Ellison, patron du New York Bulletin, pote de Karen Page pour la presse, et donc pour l'opinion publique, le fameux truc qu'ils veulent utiliser pour faire dériver Fisk et que les citoyens se rebellent contre lui. C'est vrai qu'il pourrait être un allié de poids, Ellison. Ah non, surtout n'allons pas lui parler. Je rappelle que même Ellison était venu pour faire témoigner un mec dans la saison 3 justement. Peut-être été l'occasion avec ce nouveau témoin, le grec. Non, sûrement pas. Où est Marcy ? Toujours la copine de Foggy, est-ce qu'elle veut pas aider à faire tomber Fisk puisqu'elle a déjà aidé à le faire 2 fois ? Et littéralement dans la saison 1, c'était elle la pièce maîtresse en plus pour faire tomber Fisk. Non, Marcy apparemment est portée disparue. Très bien. Et désormais, je vais ajouter 2 personnages de plus à cette liste, même si Sœur Maggie, elle au moins, on sait où elle est. Du coup, Foggy. Foggy, je rappelle qu'il a toute une soi-disant intrigue de flashback dans la saison 2. On est à la moitié de la saison. Toujours absolument rien sur Foggy. Alors oui, là maintenant, je commence à me dire qu'il va pas revenir à la vie, mais je sais pas, on nous a quand même vendu comme membre principal du casting pour la saison 2. Toujours pas là, moitié de la saison, je vous rappelle. Et on a aussi du coup Cherry, personnage, qui après sa crise cardiaque s'est fait évacuer a priori de l'hôpital en discret, et aussi porté disparu. Alors je dis pas, c'est pas un personnage très important, mais bon, c'est quand même étrange, je trouve. Mais ensuite, on n'a pas terminé, il nous reste quelques personnages. Déjà, on a Swordsman,
Swordsman, évidemment, qui cette fois-ci m'a fortement déplu, vous vous en doutez, puisqu'il y a quelque chose de complètement débile dans la série. Alors déjà, je tiens à préciser un petit truc par rapport à du contexte. Déjà, vous savez, la semaine dernière, quand il y a eu la fameuse scène plan-séquence, la mal faite de l'épisode 3, j'ai dit, mais ils sont combien dans la prison? J'avais dit, ouais, on dirait ils sont vraiment pas nombreux. J'avais dit, ils sont peut-être une vingtaine. Oh, et devinez quoi, la série a confirmé que j'avais raison, ils sont 19. Et la série nous rappelle aussi que ça fait bien 6 mois désormais, il le confirme officiellement à voix haute. Donc en 6 mois, la brigade anti-justicière de Fisk a arrêté 19 personnes, c'est une dinguerie de se dire ça quand même. Et si, on a bien vu tous les mecs random qu'ils arrêtent, ils sont embarqués dans le truc de Red Hook, on l'a vu avec la tante de Angela. Donc, que 19 personnes en 6 mois, dis donc, quelle loi martiale terrifiante, c'est ridicule, je suis désolé, c'est ridicule. Et en plus de ça, du coup, on a bien eu la confirmation que Swordsman était le seul justicier de cette cage. Donc ça veut dire que tout le délire de Fisk, les justiciers ont baissé, non, t'as arrêté un mec qui est même pas confirmé officiellement d'être un justicier. Fisk fait un boulot absolument pitoyable en fait, pourquoi les habitants sont contents, je comprends pas. Et tous les fameux procès de justiciers qui vont arriver, je sais pas quoi, y en a pas, en fait, il y en avait qu'un seul, c'est Swordsman, donc tout le reste c'est juste des citoyens lambda, donc c'est pas des justiciers. Donc voilà, la brigade anti-justicière n'a arrêté quasiment aucun justicier. Cool. Ah là là, vous vous rendez compte quand même qu'il y a un gros problème avec cette intrigue. J'espère vraiment que vous vous en rendez compte parce que moi j'en peux plus. Mais après, Twitter a dit que c'était un chef-d'œuvre, donc je suppose que c'est un chef-d'œuvre. Aussi, je tiens quand même à préciser, donc Swordsman a précisé que ça faisait bien 6 mois qu'il était dans la cage, 6 mois qu'il portait les mêmes fringues et donc qu'il puait et qu'il allait donc se laver et changer de vêtements. Mais donc en 6 mois, donc avec aucune hygiène, et évidemment apparemment aucun moyen de prendre soin de lui, il a toujours ses cheveux bien coiffés et tout, qui n'ont pas poussé, et sa belle moustache qui est bien entretenue, avec 0 barbe. Alors j'imagine qu'il y a beaucoup de gars qui me regardent dans cette vidéo. Ne touchez à rien chez vous pendant, j'allais dire une semaine, vous allez voir votre visage à quoi il va ressembler après. Donc voilà, Born Again est génial et évidemment très consistant, même avec sa propre timeline. Bravo. Et avant qu'on me dise oui, il s'est rasé pour le procès, non. J'ai vu des gens dire ça, non. Il était rasé même avant, on le voyait. Je veux dire, là, je viens de voir un épisode d'Invincible. L'épisode passe 2 mois sur une planète. Mark, il a une barbe à la fin de l'épisode. Omni-Man, il a une barbe. Ok ? Ils ont les cheveux plus longs, en fait. Parce que ça se passe comme ça, dans la vraie vie. Et donc, bref, tout ça, c'était du contexte. On arrive à la fameuse scène de Swordsman qui apparaît. Et là, d'un seul coup, il veut partir de New York. Pour quelle raison ? Alors oui, il dit, ça fait 6 mois que j'ai été enfermé, en gros. Je vais me casser, bonne chance, les gars. J'espère que vous les aurez. Mais Swordsman, Jack, en fait, t'habites à New York. C'est ta ville où il y a ta belle-fille qui soi-disant tient à toi, mais qui n'est jamais venue te chercher, habite. T'as pas envie de rester pour la protéger ? Par le Kate Bishop, au cas où vous n'aurez pas compris. Tu t'en fous d'elle ? Tu préfères partir et abandonner la ville où tu habites, alors que t'es un homme recherché, donc ça veut dire que tu peux aller dans la ville d'à côté, tu vas quand même être cherché. T'as pas envie de te venger de Fisk pour avoir tué ton oncle dans Hawkeye ? Ah oui, c'est vrai qu'ils ont oublié qu'il y avait ça dans Hawkeye, excusez-moi. Le fait qu'il t'ait enfermé 6 mois, non ? T'as pas envie de te venger, Swordsman ? Non. Donc dommage, Swordsman que j'aimais beaucoup et qui était très prometteur est donc descendu à la place d'un gros lâche qui préfère fuir. Très bien, cool. Et c'est cool, il a donné de l'argent à Karen, donc tout va bien. De l'argent, je rappelle, qui est probablement surveillé par Fisk. Donc, dès que l'argent sera prélevé, le compte sera sans doute bloqué, prouvé. Ou pire, les gens qui l'utilisent seront retrouvés. Très bonne stratégie. Vite fait pour Swordsman, c'est vrai que j'avais oublié, j'en ai parlé en live. Petit mea culpa sur la dernière vidéo, j'avais dit que Swordsman tuait les mecs et que Daredevil s'en fichait. Après avoir revu, il les blesse pour certains, je pense, très grièvement, mais en effet, a priori, il ne tue personne. En tout cas, c'est pas vraiment montré. Donc, je m'excuse pour ça. Cependant, Swordsman tuait plein de gens dans Hawkeye, donc c'est inconsistant le fait que là, il tue pas ses ravisseurs. Mais au moins, Matt, du coup, n'est pas débile. On a ensuite White Tiger, donc Angela Del Toro, qui a un petit rôle dans cet épisode. Et elle, pareil, c'est toujours un peu compliqué. Déjà, comme j'ai dit, le fait qu'elle veuille se casser et qu'elle veuille aider, ça, pourquoi pas, parce que c'est qu'une gamine. L'actrice, je suis allé vérifier, du coup, en fait, elle a 16 ans. J'ai l'impression qu'elle fait quand même plus jeune, son personnage, et je pense qu'il doit avoir moins. Et on a donc sa tante, littéralement, qui est dans la même pièce, qui ne proteste pas du fait que Angela va donc prendre des risques et aller se montrer au public en tant que justicière. Cool. La dernière fois qu'une personne de ta famille a fait ça, Tata, je te rappelle, c'était ton mari, Hector, il s'est pris une grosse balle dans la tête. Mais c'est pas grave, ne soyons surtout pas consistants. Ou alors peut-être que c'est juste qu'elle en a rien à péter de sa nièce, c'est possible, mais c'est étonnant. Angela qui n'a d'ailleurs toujours pas de parents, au passage, dans le MCU, alors qu'elle en a, en fait, on nous l'a dit dans Born Again saison 1. Donc leur fille a disparu, rien à péter. Ensuite, sinon plus par rapport à Angela aussi, j'aime bien, j'avoue, son enthousiasme, quand elle parle à Karen, quand elle parle à Matt, je trouve qu'elle est beaucoup mieux que dans la première saison, ça c'est cool.
Mais le problème, c'est que comme j'ai dit, on n'avait pas exploré vraiment la mort de Hector et ce qu'il représentait pour elle. Et même si, comme j'ai dit, elle est enthousiaste et en vrai, ça fait plaisir, entre guillemets, comme j'ai dit, c'est très dur de la prendre au sérieux parce que l'actrice fait très jeune et elle fait, encore une fois, genre 1m50. Donc toutes les scènes où elle essaie même d'intimider le mec, là, du truc, en lui disant, ouais, j'ai pété la tête et tout, je suis en mode, non, tu vas rien faire. T'es un enfant, c'est littéralement un bébé qui vient menacer quelqu'un. Je veux dire, faut rester cohérent aussi 2 secondes. Et oui, je sais qu'elle a des pouvoirs et tout, ça change rien. Un truc qui s'appelle la prestance et le charisme. Alors oui, je lui en veux pas, c'est qu'une gamine, je lui demande pas d'en avoir. Je dis juste c'est difficile de la prendre au sérieux, c'est ça le problème. Elle en impose pas, mais j'aime sa bonne volonté malgré tout. Mais c'est du coup difficile de prendre au sérieux le personnage. Néanmoins, quelque chose que je reproche depuis la saison 1 de Born Again, ce serait cool peut-être de la voir vraiment White Tiger cette fois-ci. Genre le White Tiger normal des comics, celui qui est agile, celui qui bouge vite, avec des super pouvoirs, son amulette, est-ce qu'elle marche dans le MCU? On nous a dit que oui, mais on l'a jamais vu en action. Ce serait peut-être cool, on est à la mi-saison, et ça fait 1 saison et demie qu'on se la trimballe cette amulette, on pourrait la voir en action un jour? Je pense qu'on ne la verra jamais. D'où elle vient d'ailleurs dans le MCU, aucune idée. On a aussi Angela qui va donc donner la carte SD à son pote, le mec qui a essayé de voler dans l'épisode d'avant, mais qui est évidemment un gentil, parce que c'est Disney. C'est vrai qu'Angela du coup lui donne la carte SD sans trop d'explications et juste qu'il a un truc à faire, qu'il va faire d'ailleurs. Comment il sait? Est-ce que Angela éventuellement lui a écrit des instructions dans l'alias de billets qu'elle lui a donné? Aucune idée. Est-ce qu'elle a contacté par téléphone plus tard? Aucune idée. Comment ce mec a trouvé Bibi Yuri? Du coup, comment il savait exactement à qui l'a donné? Aucune idée. Alors peut-être que Bibi a dit qu'elle allait au match de boxe sur ses réseaux sociaux, ça c'est possible éventuellement, mais à part ça, le reste, je n'ai pas vraiment d'explication. Ça aurait été cool, encore une fois, de nous le montrer. Et enfin, je voulais finir par quelques personnages vite fait. On a du coup Bibi Yuri et Daniel que je mets un peu ensemble. Alors cette semaine, pas de Bibi Report, ça c'est cool. Par contre, on a encore la caricature de Fisk. Pareil, je trouve ça, en fait, c'était marrant au début, là je trouve c'est juste saoulant en fait. C'est pas intéressant. Ça nous apprend pas vraiment de choses qu'on ne sache pas déjà, du coup je trouve ça nul en fait. Voilà, ça sert à rien. Cependant, la relation entre Daniel et Bibi, même là, par rapport à la scène du match de boxe, je trouve que c'est plutôt sympa, on sent qu'il y a une connexion entre les deux. C'est vraiment une des seules relations de la série où j'ai l'impression d'avoir quelque chose à faire. Alors attention, c'est pas génial, c'est pas une révolution, c'est pas Breaking Bad, on se comprend. Mais ça va, ça fait le taf. Au moins il y a un lien entre les deux. C'est vraiment les deux où j'ai l'impression d'avoir quelque chose à faire quand ils sont ensemble. Daniel, sinon, pour l'instant, lui, dans cet épisode, pas grand-chose, à part que c'est un fan de Fisk, mais ça, on le savait déjà, plus ou moins. Bibi, par contre, quand même, quelques petites déceptions. Alors bon, déjà, ça m'a fait rigoler qu'elle voit Fisk tabasser un mec. Ça peut lui donner une idée, du coup, de qu'est-ce qui arrive à Ben Urich, ça, c'est un peu triste. Par contre, toujours, et j'en parlais déjà la semaine dernière, aucune relation avec Karen, Il y a eu une scène entre les deux à l'épisode 1, on est à la mi-saison, il n'y a aucune relation mentor-élève entre les deux. Il va peut-être falloir commencer à se dépêcher, à se bouger le cul et à nous écrire un truc pour ça, non ? Parce que comment voulez-vous qu'on soit attaché aux personnages s'ils n'ont pas de lien entre eux? Vous croyez que Ben Urich et Karen, on les aimait pourquoi? Parce qu'on nous a dit de les aimer et qu'on nous l'a mentionné dans un dialogue? Bah non, on nous a construit cette relation, petit à petit, de manière réaliste, avec parfois des embrouilles, parfois de l'entraide, des choses comme ça. Ce qui fait que quand Ben Urich meurt, évidemment, on est effondré. Bah oui, mais ça, on l'a travaillé. Et ça m'enrouve que Born Again, à chaque fois, nous reparle de Ben Urich en mode « vous vous rappelez, c'était bien avant, ça vous a marqué cette scène ?» Oui, mais toi, arrête de sucer la nostalgie parce que tu sais faire que ça, parce que Disney, et essaie de créer une nouvelle histoire dans ce style, pour qu'on ait quelque chose à faire de ta série actuelle, pas le passé, en fait. On s'en fout du passé. En tout cas, moi, je m'en fous. Moi, je veux du présent. Plein de gens me disent, oui, mais tu penses à Netflix. Je m'en fous de Netflix. Moi, je veux que ce soit bien maintenant. Mais bon. Et aussi, je voulais passer 2 secondes à Cashman, Bug Cashman. Pas grand chose à dire, mais quand il est apparu, j'ai trouvé que c'était assez cool. La scène avec Monsieur Charles était efficace. On a vu que le gars est talentueux et même stratège. J'ai trouvé ça plutôt cool, honnêtement. Encore une fois, on est à 1 saison et demie de Born Again et il fait enfin un truc intéressant. Ça a mis le temps quand même. Pourquoi il dit pas à Fisk qu'il part juste tuer le témoin pour régler l'histoire des bateaux avant le match de boxe? J'ai pas compris. Peut-être parce qu'il y avait la brigade anti-justicière autour, mais il peut lui dire à l'oreille. Enfin bref, je trouve ça complètement débile. Admettons. Et aussi, alors encore une fois, peut-être une question, parce que ça pareil, personne va pouvoir me le répondre. Comment il a su où était le témoin grec avec les Marshalls? Parce que les Marshalls, ils étaient pas potes avec Bug Cashman, de ce que j'ai vu. Il leur a mis une balle dans la tête, donc c'était pas une taupe ou je sais pas quoi. C'est juste que Cashman, apparemment, d'une manière ou d'une autre miraculeuse, a réussi. Je sais pas, peut-être qu'il a le Byakugan dans Naruto. Il a retrouvé le témoin, par magie sans doute. Il lui a mis une balle. Après, bon, Born Again, je commence à avoir l'habitude. Dans la saison 2, tous les personnages sont là par hasard. Pourquoi la brigade est allée attaquer Cherry dans l'épisode 1? Pourquoi la brigade a attaqué le bar de Josie dans l'épisode 2? Comment Bullseye savait où était Matt quand il est venu le sauver? Comment le témoin grec savait où Matt se planquait dans cet épisode? Bref, toujours la même chose, Mais bon, c'est vraiment écrit avec les pieds. Et je suis désolé, parce que là, je vais rester du coup en bilan. Est-ce que l'épisode était horrible? Non, ça va.
Mais il y a 1 milliard d'incohérences scénaristiques. Soit qu'on se traîne de l'ancienne saison, soit parce qu'ils veulent faire un reboot de la saison 3 alors qu'on n'a pas besoin, soit parce que juste cet épisode est écrit avec les pieds par moment. Par exemple, tous ces moments-là que je vous ai décrits, essayez de me les justifier. Bah, vous pouvez pas en fait. Donc c'est nul, objectivement je parle en termes d'écriture. Donc bref, voilà, pour rester un peu en bilan, est-ce que j'ai détesté l'épisode ? Non. Mais encore une fois, et je le redis parce que certains, pareil, ils le comprennent pas. Alors très rare, hein, je le dis quand même, mais j'ai des commentaires encore des fois qui insultent un peu, qui comprennent pas ce que je dis. Ils me disent oui, mais toi tu veux Netflix. Non, je veux pas Netflix, je veux la qualité. Ça, il faut le comprendre. Quand je compare avec Netflix, c'est pour vous donner un truc qu'on a fait en mieux. Et pourquoi je compare aussi, c'est parce que Born Again s'évertue à nous re-raconter l'histoire de Netflix, saison 1 et saison 3, au lieu de proposer quelque chose de nouveau. Donc, moi, j'en ai rien à péter. Je veux pas avoir un reboot de ce que j'ai déjà vu en mieux. Donc, vu que tu veux faire un reboot d'un truc qu'on a déjà vu, je vais forcément comparer avec ce qu'on a déjà vu. Pour vous montrer les contradictions de personnages, les incohérences ou les choses comme ça. C'est obligatoire, en fait. Donc voilà. Est-ce que cet épisode était mieux ? Oui. Est-ce qu'il y a 1 milliard de problèmes d'écriture ? Oui, toujours. Je suis désolé de vous le dire. Mais encore une fois, il faut rester un peu objectif. Et oui, honnêtement, c'est toujours un peu triste, j'allais dire, et compliqué de voir la fausse hype. Je suis désolé, pour moi, c'est une fausse hype. Hein. Je suis sûr que l'audience est catastrophique. Et voir tout le Twitter, en général Twitter, être en feu, mettre des notes de ouf sur IMDb, genre 9,7 et tout. Non, c'est nul, je suis désolé, enfin, pas à ce niveau, quoi. Et tout ça, là, je le dis à des gens, ils vont me dire, déni absolu, oui, mais non, mais c'était bien, il y a Bullseye, il a de l'aura. Oui, je m'en fous, Teubéman. Il faut avoir une histoire, je suis désolé. Si ton histoire tient pas, je peux pas accrocher, moi, je suis désolé. Là, je revois Jessica Jones saison 1, actuellement, il n'y a pas des incohérences comme ça à chaque épisode, c'est pas vrai. Le seul truc légèrement consistant, c'est les pouvoirs de Luke Cage dans Jessica Jones saison 1, qui sont un petit peu nerfs par rapport à ce qui seront plus tard. C'est tout. Le reste, tel personnage est à cet endroit parce qu'il le doit, parce que c'est cohérent, parce qu'on l'a prévenu, vous voyez ce que je veux dire ? Parce que c'est pas écrit avec les pieds, en fait, tout simplement. Donc voilà, espérons du coup que le prochain épisode décolle réellement, parce que là c'était pas mal, oui, c'était mieux que tout le reste. Mais ça reste encore une fois, franchement, bas de niveau pour moi. Donc on espère quelque chose de mieux. Soi-disant, je dis bien, l'épisode 5 serait une espèce d'épisode flashback. En tout cas, il y en aurait beaucoup. Soi-disant aussi avec des personnages de Netflix. Et ça va bien jouer la nostalgie. Les gens ont kiffé juste parce que apparemment c'est un truc nostalgie. Ah, Disney qui fait de la nostalgie d'un truc qui était bien mieux avant. Ah tiens, c'est nouveau, c'est original ça. Bref, on verra. Mais moi ce qui m'inquiète surtout, c'est qu'ils ruinent Daredevil saison 1 du coup. Parce que là, ils vont rajouter des choses qui n'étaient pas canon dans le lore. Et j'ai bien peur qu'ils nous fassent des bêtises. Mais bon, de toute manière, Born Again n'est pas canon avec la série Netflix, hein, je m'en fiche maintenant, je le dis. Donc on verra, tout simplement la semaine prochaine, espérons que ce soit bien. Comme toujours, je vous rappelle, on est désormais officiellement à la mi-saison. Encore une fois, il s'est pas passé grand-chose. Il n'y a que la mort de Vanessa, on va dire, qui crée quelque chose de réellement intéressant et de permanent, de compliqué. À voir déjà comment ça va être traité, et voilà, mais encore une fois, on est à la mi-saison, on s'est tapé 13 épisodes en tout de Born Again, hein, donc une saison complète de Netflix. J'ai pas l'impression, encore une fois, qu'on a commencé grand-chose comme histoire. En particulier pour nos 2 personnages principaux, Matt et Fisk, évidemment. Mais bon, maintenant, à vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez de tout ça, est-ce que vous avez aimé, pas aimé l'épisode, j'imagine que vous avez adoré, je rigole. Vous avez le droit, hein, tant mieux, si vous avez apprécié, tant mieux, mais bon, comme je dis, il faut rester un petit peu objectif. Et ce qui est bien, c'est que même donner peut-être une impression à Marvel Studios grâce à Twitter ou je sais pas quoi, que la série est géniale et qu'il faut surtout pas qu'ils corrigent puisqu'ils font déjà des trucs parfaits, je trouve que c'est pas leur rendre service. Du tout. Parce que les gars, ils vont continuer à faire du caca en croyant que c'est bien. Non, c'est pas bien, faut leur dire, il faut bien leur faire comprendre. Après bon, vu que les audiences sont évidemment en chute libre, au moins l'argent va parler avant les critiques. Ça me fait vraiment de la peine pour le casting, mais mérite ces audiences qui sont a priori pitoyables. Mais bon, n'hésitez pas à me dire encore une fois ce que vous avez aimé, pas aimé, Vanessa. Bon, moi j'aurais bien aimé Vanessa, mais malheureusement on me l'a spoilé avant. La direction de Bullseye, en faire un pseudo gentil qui en fait n'est pas gentil, est-ce que vous aimez ou pas ? Bon, au moins c'est cool qu'ils en aient pas fait un gentil complet. Comme j'ai dit, hein, pour ceux qui connaissent pas le personnage, est-ce que vous aimeriez que le Joker soit pote avec Batman ? Voilà, vous avez la réponse. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, souscrire à la chaîne, à mon Patreon, à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, mon Discord, vous allez en description. Et on se retrouve pour une vidéo, salut tout le monde.